vous remercier vivement d'avoir bien voulu accepter notre invitation et nous retrouver, nous rencontrer ensemble pour ce point de presse après la réunion du Conseil de Banque al-Maghreb ce matin, et qui est bien sûr la première réunion de l'année 2018. Alors, si vous le voulez bien, on peut suivre la présentation que je vais faire. D'ailleurs, on vous la distribuera. Vous avez eu entre les mains le rapport de politique monétaire et vous avez eu entre les mains le communiqué qu'a publié le Conseil à la fin de ses travaux. Donc, d'abord, le Conseil, ce qui va de soi, a évalué l'état d'avancement de la réforme, de la mise en œuvre de la réforme du régime de change. Vous savez que cette réforme a été introduite depuis le 15 janvier, donc ça fait un peu plus de 2 mois. Il a pris note à cet égard des bonnes conditions dans lesquelles elle se déroule, de la réaction positive des marchés, et je dirais même de la marche des marchés de change, et aussi bien l'accueil favorable qui lui a été réservé par les institutions, aussi bien au niveau national qu'international. En tout cas, ça a été l'objet d'une discussion, d'une évaluation. Vous avez une partie sur ce sujet-là qui est dans le rapport de politique monétaire, mais bien sûr, au niveau des questions et de nos discussions, nous pouvons y revenir. Bien, ceci étant, en ce qui concerne la politique monétaire et sur la base de l'analyse à la fois de la conjoncture et des projections macroéconomiques à moyen terme, quand nous disons le moyen terme, c'est évidemment les 2 ans, 2018-2019, notamment sur ces projections pour l'inflation, la croissance. Donc le Conseil a jugé que le niveau actuel de 2,25 du taux directeur reste approprié et il n'a pas apporté de changement. Donc nous restons au 2,25 sur le taux directeur de la Banque centrale. Pourquoi cela? Eh bien, d'abord parce que au niveau de l'inflation, comme les projections que nous allons voir ensemble, d'ailleurs vous les avez en face, eh bien, les projections montrent que l'inflation restera modérée à moyen terme. Nous passons d'un niveau de 0,7, qui est celui de 2017, et ça confirme le chiffre que je vous avais donné l'autre fois en décembre. Donc l'année se confirme à 0,7, après 1,6 en 2016, et les projections pour 2018 et 2019 s'arrêtent à 1,8 et à 1,5. Donc, par contre, nous aurons au niveau de l'inflation sous-jacente, qui avait, elle, décru en 2016 à 0,8, elle va être en 2017 à 1,3 et en 2018 à 1,4 et 2019 1,9. Donc, vous voyez que l'inflation sous-jacente, elle, touche à peu près les 2%, qui sont généralement les chiffres de notre ciblage ou au moins de notre objectif en tant que Banque centrale. Alors, ceci étant, en ce qui concerne les aspects de la croissance. Sur le plan international d'abord, eh bien, le raffermissement de l'économie mondiale se confirme. Il se poursuit. Il est à la fois tributaire de la confiance des agents économiques, mais aussi de conditions monétaires accommodantes qui sont menées par les banques centrales des pays avancés. Aux États-Unis, comme vous le voyez, eh bien, soutenu à la fois par la réforme fiscale et une dépréciation du dollar, eh bien, la croissance devrait passer de 2,3 en 2017 à 2,5 en 2018 avant de revenir à 2,1 en 2019. La zone euro, eh bien, la croissance s'est accélérée de façon sensible. Nous étions à 1,8 en 2016, nous passons à 2,5 en 2017.
et nous passons à 2,2 et 2% en 2018. En ce qui concerne les économies émergentes, vous les avez sous les yeux. Nous vous donnons habituellement la Chine, l'Inde d'un côté, le Brésil et la Russie de l'autre. Eh bien, l'Inde, la dynamique va se poursuivre au niveau des pays émergents. D'abord à cause de la reprise dans la demande émanant des pays avancés, mais aussi pour les pays exportateurs de pétrole, ils bénéficient de la hausse qu'a enregistré le marché du pétrole. En Chine, eh bien, en particulier, vous voyez que la Chine, maintenant, la croissance tourne autour de 6%. Nous étions à 6,9 en 2017, nous passons à 6,2 en 2018 et à 6 en 2019. Eh bien, elle était soutenue par une action budgétaire, mais cette action ne peut pas continuer à durer longtemps. Et donc, en même temps qu'elle revoit son modèle de développement économique, eh bien, elle doit aussi regarder du côté de son soutien budgétaire. C'est pour cela que nous tombons à des niveaux qui sont des niveaux de 6%. Alors, sur le marché du travail, toujours au niveau de l'environnement international, là aussi, nous voyons une amélioration, et une amélioration qui est quand même assez sensible. D'abord dans la zone euro, où en 2017, nous baissons au-dessous du taux de 10% de chômage. Donc nous sommes à 9,1. Nos projections font qu'ils vont revenir à 8,6, à 8,8 en 2018 et à 8,7 en 2019. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en janvier 2018, ils sont à 8,6%. Pourquoi je signale ce chiffre-là? Parce que c'est le niveau de chômage le plus faible que l'Europe a enregistré depuis la crise de 2008. Donc en janvier de cette année, l'Europe est à un niveau de chômage qu'elle n'a pas connu depuis 2008, donc elle est à son niveau le plus bas depuis 2008. Aux États-Unis, le chômage est à un niveau pratiquement incompressible. Il se stabilise à 4,1 en février, c'est le dernier chiffre, février 2018, c'est le dernier chiffre que nous avons. C'est pour le 5e mois consécutif qu'il y a une baisse du chômage aux États-Unis. Et en février, ils ont créé 313 000 emplois, ce qui est un chiffre record. À moyen terme, ils devraient continuer à évoluer à des niveaux proches, 4,3 en 2018 et 4,4 en 2019. Bien sûr, en Europe, la situation est assez différenciée. Le pays qui est le moins, où le chômage sera le plus faible, c'est toujours l'Allemagne. Elle tourne à moins de 4%, que ce soit en 2017 ou en 2018 et en 2019. Mais l'Espagne, malgré la baisse significative, elle reste à des niveaux qui sont à 2 chiffres. Elle est à 16, à 17 en 2017. Elle va rester à 17 en 2018 avant de voir une diminution relativement sensible en 2019 à 15,6%. Alors, comme d'habitude, après la croissance et le chômage, nous passons un petit peu au plan international, ce qui est le cours des matières premières, en particulier le cours du pétrole d'abord. Eh bien, le Brent, en 1917, a connu une sensible augmentation. Regardez, vous avez les chiffres devant vous. Nous étions à 44 $ le baril en 2016. Nous sommes à 54,4 le baril en 2017. Et il doit poursuivre son mouvement avec l'extension de l'accord sur la réduction de la production et l'amélioration de la demande mondiale. Donc les deux phénomènes liés, c'est-à-dire la reconduction de l'accord entre les pays de l'OPEP et la Russie en particulier, mais également la croissance plus soutenue au niveau mondial, vont pousser le prix du pétrole en ce qui concerne 2018 jusqu'à presque 64 $. Vous voyez qu'il gagne 10 $ en 2017 et presque 10 $ encore en 2018 avant d'entamer une baisse en 2019 autour de 61,8 $ le baril.
Pour les phosphates et les dérivés qui nous concernent, mais qui sont partie, bien sûr, des matières premières au niveau international, les cours ont enregistré en 2017 des évolutions divergentes. Le DAP a connu une hausse, mais il y a eu des reculs pour le TSP, mais surtout pour le phosphate brut. Vous avez vu qu'il y a une baisse de 20%, et vous voyez que le phosphate brut, la roche, nous étions à 112 en 2016, nous sommes à 89 en 2017, et ça va continuer à tourner autour de 90-92 pour les 2 années qui viennent, c'est-à-dire 2018-2019. Alors, pour ce qui est de l'inflation, il y a maintenant une convergence de l'inflation, mais lente pour ce qui est de la BCE. La BCE, malgré la continuation, on le verra tout à l'heure, au niveau des décisions de politique monétaire qui ont été prises, l'inflation, il y a une accélération, comme vous le voyez. 0,2, on était à 2016, nous passons à 1,5 en 2017, et l'inflation restera à ce niveau pour les 2 années à venir, 2018-2019. C'est-à-dire qu'on est encore loin, même pour les 2 années à venir, de l'objectif de la BCE qui est toujours autour de 2%, tout près de 2%, mais on est encore loin en ce qui concerne le niveau d'inflation. Aux États-Unis, elle s'est établie à 2,1 en 2017, et il y a eu là une accélération, parce qu'en 2016, on était à 1,3, et elle devrait s'accélérer à 2003 en 2018 et à 2004 en 2019. À partir de là, de ce niveau d'inflation, eh bien évidemment, on passe à ce que peuvent être, quelles sont les orientations des politiques monétaires, aussi bien de la Fed que de la BCE. Ils ont tenu leur réunion assez récemment. La BCE, le 8 mars, elle a vu cette tendance à ce que l'inflation reste à 1,5 et ne décolle pas vers l'objectif qu'elle s'assigne. Eh bien, elle a maintenu inchangé ses taux directeurs. Elle a indiqué aussi que ces taux vont être à leur niveau sur une période prolongée, dans une certaine mesure, l'Europe. La Fed a décidé le 31 janvier de maintenir inchangé aussi la cible des taux des fonds directeurs fédéraux entre 1,20, 1,25 et 1,50. Mais elle annonce qu'elle continuera d'ajuster graduellement ses taux en fonction, bien sûr, à la fois de ces 2 objectifs de croissance et de ces objectifs d'inflation, et surtout à, bien sûr, réduire en parallèle la taille de son bilan, qui était un programme de normalisation qui a déjà commencé depuis juin de l'année dernière. Bien, ça c'était donc un petit peu l'analyse que nous avons faite au niveau du Conseil en ce qui concerne l'environnement national. Vous l'avez vu, à la fois en ce qui concerne la croissance, en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'inflation, en ce qui concerne bien sûr les matières premières, et en ce qui concerne à la fois les décisions de politique monétaire menées par les banques centrales, aussi bien BCE que Fed. Alors au niveau de la croissance nationale, bien, on l'avait annoncé, la production céréalière de l'année dernière à 95,6 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole a augmenté de 14,8 après une baisse de 12,8 en 2016. Et pour la campagne 2017-2018, c'est-à-dire celle que nous allons avoir prochainement, sur la base de nos projections en tant nous que Banque centrale, et que nous faisons à la fois sur la base des données de pluviométrie, sur la base du couvert végétal, sur la base de la surface emblavée, eh bien, nos projections arrêtées au 10 mars, c'est-à-dire à la fois la pluviométrie jusqu'au 10 mars, nous arrivons à une production céréalière autour de 80 millions de quintaux. Alors, en 2019, donc sous l'hypothèse d'une campagne agricole moyenne, la valeur agricole devrait s'accroître de 1,8, bien sûr. Il y a un effet de base qui joue. Si nous sommes autour de 80 millions de quintaux en 2018,
bien sûr, bien en 2019, la valeur ajoutée va baisser. Alors, pour les activités non agricoles, eh bien, elles se sont accélérées, et c'est un élément positif. Vous le voyez en bas du tableau que vous avez en face de vous. Nous passons au niveau de la réalisation pour le secteur non agricole de 1,8 à 2,2 et s'accélère à 2,7 en 2017 pour les secteurs non agricoles, à 3,2 pour 2018 et à 3,6 pour 2019. Au total, nous aurons une croissance nationale pour 2017 à 4, au lieu de 1,2 en 2016, 3,3 en 2018 et 3,5 en 2019. C'est-à-dire que nous avons une amélioration, notamment au niveau du secteur non agricole. Bien sûr, le secteur agricole reste tributaire de la pluviométrie, mais il y a quand même une amélioration en ce qui concerne le non agricole, parce que regardez, entre 2015 et 2019, bien, on double, je dirais, le niveau de croissance du secteur non agricole. On était à 1,8, nous sommes à 3,6. Alors, sur le marché du travail, évidemment, nous avons une relative amélioration de la situation en 2017, essentiellement tirée par l'agriculture. Vous voyez qu'en 2016, depuis le tableau que vous avez sur les créations d'emplois, nous avons perdu en 2016, nous avons perdu 36 000 postes en 2016. Eh bien, en 2017, nous créons 86 000 emplois, dont 42 000 pour l'agriculture, 26 000 pour les services, 11 000 pour le BTP, 7 000 pour l'industrie, y compris l'artisanat. Donc, sur le marché du travail, en 2017, nous avons enregistré une entrée nette de 137 000 demandeurs d'emploi. Donc, nous avons créé 86 000 emplois et nous avons eu en 2017 une entrée nette de 135 000 demandeurs d'emploi. Et le taux d'activité a encore baissé, hein, vous le voyez, il a baissé de 47 à 46,7%. Et en fin de parcours, vous voyez que le taux de chômage s'est encore aggravé, sont passés de 9,9 à 10,2 en 2017. Et surtout, vous voyez encore l'aggravation des jeunes, du chômage des jeunes en milieu urbain. Nous passons encore de 41,8 à 42,8, c'est-à-dire qu'en un an, on a vu le chômage des jeunes au niveau citadin s'aggraver d'1 point. Nous passons de 41,8 à 42,8. Par contre, sur les comptes extérieurs, qui est un élément important sur lequel nous revenons à chaque fois, il y a quand même des performances qui sont très intéressantes, à la fois au niveau des exportations et au niveau des recettes voyage. Nette accélération des exportations de biens à 9,4, et une dynamique, ce qui est intéressant à souligner. D'ailleurs, vous l'avez le détail dans le rapport de politique monétaire que nous vous avons distribué. Il y a une dynamique de tous les secteurs à l'export, pratiquement. Une note notable aussi de 8,5 des recettes voyage, qui avoisinent maintenant les 70 milliards de dirhams, 69,7, et une amélioration de 4,5 des transferts des MRE qui dépassent les 65 milliards. Donc, de bonnes performances au niveau à la fois des exportations et au niveau, bien sûr, des transferts voyages et des transferts MRE. Pour ce qui est des importations, elles augmentent aussi, mais en particulier à cause d'un alourdissement de la facture énergétique. La facture énergétique en 2017 a augmenté de 27,4%. Nous sommes à 69,5 milliards. Et lorsqu'on dit 69,5 milliards, on l'a dit tout à l'heure sur le marché international, entre 2016 et 2017, il y a eu $10 d'augmentation par baril. Et 1% d'augmentation, 800 millions de dirhams. $1 par baril supplémentaire fait coûter au compte courant, à la balance des paiements, 800 millions de dirhams de dépenses supplémentaires.
Donc vous voyez que les importations en 2010, quand on voit les 6,4, c'est surtout l'impact de l'alourdissement de la facture énergétique. Aussi, un élément positif, c'est les dons en provenance du Conseil des pays du Golfe. Eh bien, on vous avait dit que serait de 8 milliards. Eh bien, la performance a été meilleure. Elle est de 9,5 milliards de dirhams de recettes. Donc, dans ces conditions, le déficit du compte courant s'est allégé sensiblement de 4,4 en 2016 à 3,8 en 2017. Et compte tenu d'un afflux d'IDE net de 24 milliards de dirhams, eh bien, nos réserves se sont établies à fin 2017 à plus de 240 milliards de dirhams, assurant la couverture de 5 mois et 21 jours d'importation de biens et services. Alors, à moyen terme, vous le voyez, le tableau est devant vous. Nous avons donc, à moyen terme, le compte courant de la balance des paiements restera autour de 4%, de moins 4%. Hein? Les recettes voyage vont continuer à un rythme qui est proche de 6%, à 5,7 en 2018, 5,2 en 2019, et les transferts des MRE, 5% en 2018, 4,1 en 2019. Donc, vous voyez que c'est quand même des performances qui restent quand même intéressantes lorsqu'on sait que, par exemple, je rappelle les recettes voyage en 2017, nous avons mis 8,5% et donc ça continue 5,7%. Les importations devraient s'accélérer de 7,1 en 2018 à cause, là aussi, d'importantes hausses de la facture énergétique, mais aussi des acquisitions de biens et d'équipements avant de décélérer à 4,2 en 2019. En tablant sur l'entrée du reliquat de 7 milliards de dons de CCG en 2018, parce que nous avons pris tout l'accord qui a été signé depuis 2012 sur 5 milliards de dollars, le reliquat, c'est ce qui reste. Il reste 7 milliards de dirhams. En principe, c'est ce que nous avons mis dans la balance en 2018. Et ce qui fait que nous restons autour d'un déficit du don courant de 4%. Là aussi, sous l'hypothèse de flux d'IDE de 4,4 du PIB en 2018 et de 3,5 du PIB en 2019, eh bien, nos réserves de change vont être à 257 milliards en 2018 et autour de 244 milliards et qu'elles vont couvrir entre 5 et 6 mois d'importation. Vous avez les chiffres exacts, 5 mois et 26 jours en 2018 et 5 mois et 17 jours en 2019. Donc, vous voyez la performance sur la balance des paiements. Il y a les exportations qui s'améliorent, les recettes voyage, les MRE qui continuent, mais de l'autre côté, il y a surtout la facture énergétique qui commence à peser. Et au-delà de 2012, eh bien, il n'y a plus de dons CCG. Donc, vous voyez dans les chiffres que nous avons donnés, il n'y a pas de dons CCG inclus en 2019, à moins si nous avons, je dirais, une bonne surprise, c'est que l'accord puisse être renouvelé avec les pays du CCG. Bien, nous passons aux conditions monétaires. Dans les conditions monétaires, nous avons eu en 2016 une baisse de 46 points de base et le taux débiteur global en 2017, le taux débiteur global a enregistré une augmentation de 27 points, mais qui est le résultat surtout d'une augmentation des prêts aux entreprises et surtout des facilités de trésorerie. Regardez les chiffres colonne 2016, oubliez les par trimestre et allez à 2017, vous voyez que par rapport 2017-2016, il y a une augmentation globale de 27 points de base, essentiellement les entreprises, parce que pour les particuliers, vous voyez qu'il n'y a pas de variation. Et quand vous voyez au niveau des entreprises, le plus gros de l'augmentation a été au niveau des facilités de trésorerie. Par contre, sur les particuliers, nous avons des baisses
des baisses aussi bien au niveau des crédits immobiliers, 12 points de base, des crédits à la consommation, moins 7 points de base, les entrepreneurs individuels, moins 5 points de base. Donc, dans les conditions des taux débiteurs, bien, ceux qui ont joué de manière intéressante, ce sont les particuliers. Les entreprises, oui, ont eu des augmentations, mais surtout au niveau des facilités de trésorerie. Bien. Lorsque vous voyez les conditions monétaires, elles sont accommodantes, elles sont surtout favorisées par la dépréciation du taux de change effectif réel. Regardez le tableau qu'on vous donne, la variation du taux de change effectif réel, que ce soit après une appréciation de 1,9 en 2016, nous avons une dépréciation en 2017 de 0,9, mais qui s'accentue en 2018, surtout à cause concurrents. Et en 2019 aussi, il y a l'effet se dissipe, mais on reste quand même avec une dépréciation du dirham par rapport aux autres, du taux de change effectif nominal à cause précisément de la différentielle d'inflation entre nous et notre partenaire. Vous voyez que nous sommes à 1,5 quand ils sont à 1,9 en ce qui concerne l'inflation. Alors pour le crédit bancaire, la progression du crédit au secteur non financier a légèrement ralenti de 3,9 à 3,7. On a fait une performance de 3,9 en 2016. Nous sommes à 3,7 en 2017. Et une nette décélération de 22 à 1,6 des prêts aux entreprises publiques. C'est le résultat surtout de la décélération des prêts aux entreprises publiques. Nous parlons toujours du secteur non financier. Mais donc, ce qui impacte cette décélération, ce ralentissement, c'est essentiellement la décélération des prêts aux entreprises publiques. Par contre, les concours aux entreprises privées ont augmenté de 2,5 après 2,2 en 2016 et une accélération surtout des crédits destinés à l'équipement parce qu'ils sont passés de 1,9 à 6% comme augmentation des prêts dans cette catégorie-là. Les particuliers, eux aussi, ont connu une accélération de 4 à 4,8. Et selon nos modèles et nos discussions avec le secteur bancaire, eh bien, pour les perspectives à venir, c'est-à-dire 2018 et 2019, les prévisions pour le crédit au secteur non financier sera de 4,5%. Donc, nous allons gagner plus d'un demi-point pour ce qui concerne le droit du crédit au secteur non financier. Alors, nous terminons aussi avec la poursuite de l'ajustement budgétaire. L'exécution budgétaire 2017, nous sommes à un déficit de 3,6 après 4,5 en 2016 à cause d'une augmentation des recettes de 5,7 au niveau des recettes fiscales et évidemment les rentrées que j'ai dit tout à l'heure des dons CCG de 9,5 milliards de dirhams. Les dépenses, elles, ont augmenté de 2,7 avec des accroissements surtout au titre de la charge de compensation de 15 milliards de dirhams, 8,7%. Rappelez-vous que en 2016, nous n'étions au titre de la compensation que de 14 milliards. Donc là aussi, il y a un alourdissement de la charge de la caisse de compensation et pour l'investissement aussi, une amélioration de 5%. Alors, pour les années à venir, 2018-2019, donc, nous tablons sur une poursuite de la mobilisation de recettes, une maîtrise des dépenses, la concrétisation des rentrées pour le CCG, au moins pour 2018 de 7 milliards, eh bien, le déficit devrait se stabiliser autour de 3,2 entre 2018 et 2019. Donc, vous voyez que si ces chiffres se maintiennent, nous passons d'un déficit de 4,5 en 2016 à un déficit de 3,2 en 2019. Et là aussi, sur ce qui nous amène à terminer, sur l'endettement public à moyen terme, comme nous l'avons indiqué, eh bien, la hausse
à 65% en 2017. Vous avez les chiffres à la fois de la dette interne, de la dette externe que vous avez sous les yeux. Bien, nous passons de 2016, ça augmente encore légèrement, de 64,7 à 65. Et nous commençons la baisse, comme je l'avais indiqué l'autre fois au cours de point de presse. Nous entamons la décélération du niveau de la dette à partir de 2018. Nous tombons à 64,4 points, un peu plus d'un demi-point de gain. Et nous continuons légèrement en 2019 à décélérer à 64,3%. La dette extérieure, elle, reste entre 14,5% et 15% en ce qui concerne 2017 et 2019. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à la fois de l'environnement extérieur-intérieur et des éléments qui justifient donc cette décision du Conseil de maintenir inchangé le taux directeur de la Banque centrale. J'ai essayé d'être le plus ramassé possible pour laisser le plus de temps à vos questions. Voilà, on entame. Droite, gauche, oui. Annoncez-vous. Bonjour, Souhaïn Haili, rédacteur en chef de Média 24. J'ai une question par rapport au dernier point que vous avez soulevé sur la lente reprise du crédit au secteur non privé. Financier. Donc, il y a presque 2 ans, la Banque Maghreb a signé un mémorandum avec la CGM et le GPBM pour justement permettre cette relance du crédit au secteur privé. Il y a eu une réunion il y a quelques mois pour évaluer ce mémorandum, les impacts. On aimerait bien savoir si vous avez une évaluation de l'exécution des mesures de ce mémorandum et s'il y a une éventuelle actualisation en cours. Oui. Merci. Je réponds peut-être comme ça évitera d'autres questions. Et puis tout un chacun, comme ça, on va vite. Et moi-même, je commence à ne pas avoir beaucoup de mémoire. Hein. Donc, je dirais, le mémorandum, nous n'avons pas encore tenu la réunion de mise, je dirais, d'actualisation de ce mémorandum. C'est-à-dire faire le bilan, où est-ce que nous en sommes, ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'on peut faire encore. Hein. Donc on va le faire, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan, j'espère. Donc j'espère qu'on va le faire avant le mois de Ramadan. C'est ce qu'on a convenu. Et nous n'avons pas pu le faire avant parce que les timings et les calendriers des uns et des autres ne concordaient pas. Rappelez-vous que la tenue que nous avons faite, c'est que nous l'avons faite avec non pas uniquement le conseil de la CGM, mais avec l'ensemble des fédérations. Donc nous allons refaire le même tour de table et voir un petit peu ce qui a été fait, ne pas fait, etc. Ce que je dois dire, tout cela, c'est de voir un petit peu, comme vous l'avez indiqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer la relance du crédit et partant la relance de la croissance. C'est-à-dire que si le crédit se développe, c'est pour financer à la fois les projets, l'activité économique de façon générale, et donc c'est un bon signe pour la croissance. Je vous dirais, que le soutien au niveau de la Banque centrale a été maintenu, c'est-à-dire que ce que nous destinons comme refinancement à la TPME a été maintenu, et que la demande globale du système bancaire a été satisfaite. On était entre 3 à 4 milliards de dirhams. Nous renouvelons la demande des banques de 3 à 4 milliards au profit des TPME au niveau du refinancement. Pour ce qui est aussi de l'action, le fonds de soutien à la TPME, là aussi, nous avons fait des chiffres intéressants, parce qu'il a continué à travailler. Et là aussi, on a fait encore cette année plus de 106 dossiers. Combien? Donc vous voyez que le fonds de soutien est arrivé à presque 3 milliards de dirhams, couplé au financement bancaire,
1,5. Donc vous voyez que nous avons, depuis le début, mis à la disposition des TPME 4,5 milliards de dirhams à travers ce fonds de soutien, ce qui a permis combien d'entreprises? Plus de 600 dossiers et 50 000 emplois. Donc 600 dossiers, 50 000 emplois. Donc vous voyez que quand même, ce fonds de soutien a permis aux entreprises qui étaient viables, mais qui avaient des difficultés passagères, de quand même surmonter leurs difficultés. Et donc nous avons, vous voyez, 4,5 milliards entre banques et fonds de soutien, et vous voyez que c'est quand même presque 600 entreprises et quand même 50 000 emplois qui ont été sauvés au niveau de ces entreprises. Donc je crois que c'est quand même des chiffres intéressants à donner. De l'autre côté, on était engagés à mettre en place des comités régionaux de concertation avec la CGM, les banques et nous-mêmes. C'est-à-dire avec plus de proximité, de pouvoir écouter quels sont les desiderata ou les problèmes ou les difficultés. Et à ce point de vue-là, il y a un premier comité de Casablanca qui s'est constitué, qui travaille, et où nous devons là aussi tirer la leçon de cet exemple. Nous avons voulu que ce soit d'abord au niveau de la capitale économique et pouvoir un petit peu généraliser cette présence de place pour plus de proximité, de réactivité et je dirais pour agir ensemble de manière convergente en essayant de soulager les difficultés des PME. Donc, mais ça, avant Ramadan, nous essaierons de faire le tour global de toutes ces questions-là, de tirer les leçons et de voir éventuellement, bien sûr, on évitera les dates d'élection au niveau de la CGM. Je crois que c'est en mai que ça doit se faire. Bon, on évitera le chevauchement pour essayer de redémarrer sur de bonnes bases. الأخ كان قبل منكم ونعاود ندوز عاود ياك l'équilibre. السلام عليكم السيد الوالي المحترم. نشكرك أولا على هذا النوع من اللقاءات لأنك نبقاو على اتصال بمعلومات وإن غابت عنا نطرح بشأنها أسئلة. غالبية هذا النوع من التقارير ألاحظ ملاحظات تتعلق بالمخاطر، يعني ربما يتم التغاضي عنها أو ربما التقرير لا علاقة له بالمخاطر. أعني هنا أن علاقة بنك المغرب بقطاعات الحكومية لم تعد كما كانت من قبل، أي بعد القانون الجديد الذي مشروع القانون. سبع أنا مجاوب فيك. خلي الله ودي أنت القيدوم. أنت القيدوم. يعني بالنسبة لعلاقة البنك المغرب مع القطاعات الحكومية، أخص بالذكر هنا موضوع أو محور المخاطر بالضبط، سواء في المشروع المقبل ديال اللي غيخول البنك أنه تسيير المستقل أو في الظروف الحالية. أتحدث فقط عن المخاطر، يعني لا يتم التحدث عنها بشكل واضح. سيدي ما تكلمنا عليها أن لأن بكل أمانة ما كاين مخاطر. ما يمكنش. واعطيني خاطرك. ياك قلت لي المخاطر اعطيني خاطرك. اعطيني خاطرك. ياك تعرف ان ما عنديش لسان الخشب او داك. ياك اكيد. كانت غنقولوها. ياك غنقول لك بكل امانه. اولا نشوف هذه التجربه اللي عملنا ديال الانتقال من نظام الصرف اللي عملنا. راه عملناه اليد في اليد مع وزاره الماليه. بكل امانه. في جميع المراحل ديالو، أنا تنزيد نأكد في جميع المراحل ديالو إلى أن دخلناه الحيز التنفيذ في بداية يناير 15 يناير ومتبعينه، وعندنا لجنة ديال التتبع الثنائية لهذا الغرض فوق اللجنة الثنائية اللي تتجتمع شهريا ما بين وزارة المالية والبنك المغربي. لأن احنا بالنسبة لنا اللي تيتكلم باسم الحكومة أمامنا هي وزارة المالية بطبيعة الحال. إذا الله يطول عمرك باش نزولوا هذا المشكل. وكان كانت عندي صعوبة نقول لك صعوبة
انا ماشي نبين لك. دويتي على القانون الجديد ديال البنك المغربي، هو دابا الان امام اللجنه ديال المجلس النواب. وشكون اللي تيدافع عليه؟ وزير الماليه. إذن كانوا شي مخاطر يقول لك وزير الماليه. وبالعكس حنا ما خدينا معاه في الاطار على انه باش يصرع، وكيف قلتي هذا تيزيد يقوي الاستقلاليه ديال البنك المغرب وتيوسع المهام ديالها. في هذا الاطار هذا كانت ثلاثه ديال الاجتماعات اوليه، كان تقديم اولي، كان تقديم ثاني باش كملوا التقديم الواسع، ثم دخلوا في النطاق ديال تقولوا له لي زارتيكل المواد. بداو ودوزوا 12 ماده، حنا متبعين عن كتب معاهم. اذا هذا الشيء ما فيه مخاطر. انا حسبني تدوي لي في التخمينات ديالنا مثلا فيما يخص التضخم وكذا، واش تناخذوا بعين الاعتبار بعض المخاطر اللي يمكن لا تحدث. تنقول لك اييه، لان راه عندك تما، لان تنعمل انا السيناري اللي مثلا يمكن يكون البترول الا عملوا شي اتاك على ايران ولا ما عرفت انا شي حكايه اللي غادي يمكن تكون في هذا الشكل، ولا تنعملوا تقول اودي تنعملوا مثلا على انه المحصول الزراعي ماشي 80 يكون 85، باش تنشوفوا عود واش هذا الاتجاه في هاد السنتين ديال القرار اللي خدينا واش مناسب او غير مناسب. الله يطول عمرك. ما كاينش مخاطر بكل امانه، ونزيد اكثر من هذا الشيء. الان عندنا هنا اللجنه ديال الغافيمان اللي هي عندنا تجاه الغافي، والغافي هي المنظمه الدوليه اللي هي تتبع هذا الشيء ديال المخاطر ديال التبييض والارهاب وهذا الشيء كله. وحنا مع الحكومات جميع، انا اللي افتتحت العمل معهم بطلب من رئيس الحكومه، كاتبني قال لي الله يخليك هذا انتم متبعين هذا الشيء، والقطاع البنكي هو اللي اساسي، انت اللي غادي تفتتح. قلنا لا سيدي على بركه الله حنا غادي نفتتحوا، ما كاينش مخاطر. شوف سيدي، انا اللي عندي مهم اللي نخدموه في مصلحه البلاد، ما كاين مشكل. وبكل امانه وانا تنقولها لك بكل صدق، ما حسيت انا لا اللي تيضايقني ولا اللي ولا يعكني لا، ما كاينش من هادشي ابدا، الحمد لله بكل امانه. واعطيتك مثال ديال هذا الاصلاح اللي هو بالنسبه لي مهم، اليد في اليد. واكثر من هذا الشيء علاش تنعملوا الاجتماعات الشهريه، لان تبادل المعلومات، تبادل شنو هو التحليل ديالنا بالنسبه للمستقبل معلوم. مثلا ال بي اللي عاملين مع الصندوق النقد الدولي، واش ماشي نبقاو فيها، واش غادي نخرجوا منها، الا خرجنا منها شنو غادي نمشيو. هادشي راه حنا في الاطار ديال النقاش ديالو بيناتنا فيما بيننا. وكا كان تنافر ما غادي نذكروا، كل واحد غادي يخبط البيرو ديالو ويبقى جالس فيه. ما كاين تنافر ابدا، وبالعكس ماشي اليد في اليد، والحمد لله اللي ماشيين في اليد في اليد. لا تجي Adil Abdelali pour Atlantic Radio. J'ai une question concernant la réforme du régime de change. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dévoiler le calendrier de cette réforme? Autrement dit, est-ce que vous prévoyez cette année un élargissement de la bande de fluctuation? Sinon, combien durera cette période transitoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Et une deuxième question concernant les prix pratiqués par les pétroliers, parce que c'est une question qui intéresse, j'imagine, les Marocains et les consommateurs marocains. Vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet il y a quelques semaines, quelques mois même. J'aimerais avoir votre avis là-dessus aujourd'hui. Quelques années carrément. Pour ce qui est de la réforme, أنا قريت على أنه بعض الصحف أو بعض التدخلات على أنه الصندوق النقد الدولي عامل علينا واحد النوع ديال الثقل باش نسرعوه في هذا. اوغوزمون بلومبرغ الأمريكية خرجت اللي هي التصريح على أنه بالعكس
البنك المغرب ووزاره الماليه المغرب غادي يمشي في هذا الاتجاه حسب البرمجه اللي تعمل هو وحسب التحليل اللي تعمل هو وحسب الافاق اللي غادي تكون. والحقيقه هي هذه لو تايمينغ كيف قلت لكم ذاك المره لان هادشي كله حتى اون ريسو لي اجونس دو نوتاسيون فيتش اس سي بي اتسيتيرا قالوا لنا فوق. قلت ان شاء الله يطول عمرك الاحسن هو ما عمرنا نقولوا شنو هي البرمجه سورتو با ما نعملوا ما نقولوا شنو هي البرمجه فهمتيني باش نتناو النهار اللي قلنا برمجه خرجوها منا فهمتيني بالعكس شو نقول لك احنا nous avons toujours dit que c'est une réforme que nous avons étudiée depuis de longues années que nous avons mis en place qui pour nous ne résout pas tous les problèmes du Maroc mais peut être un effet de levier pour la compétitivité du pays pour absorber ou mieux absorber les chocs extérieurs et pour évidemment contribuer à la compétitivité globale du pays. هادشي لا نقاش بالنسبة لنا لا نقاش فيه. Au contraire, c'est pour cela que maintenant nous avons dit qu'il faut des prérequis. انت شفتي كي متبعت نقول لك موين تيرم سوتينابيليتي بودجيتير تنعطيك لي ريزيرف دو شونج شنو ما فين ماشيين فيهم فين ماشيين نوصلوا فيهم تنقول لك شنو هو لو سيكتور بانكير كومون il a été apprécié par les organisations internationales الى اخره. Il faut pour que ça réussisse que ces prérequis restent. لان الى مشاو دهروا si jamais il y a je dirais au niveau des équilibres, je dirais une détérioration de ces équilibres, alors là, au contraire, peut-être que le calendrier doit changer, qu'on peut voir, etc. Là, nous disons, nous irons graduellement, et surtout ce qui nous intéresse, c'est la préparation et la bonne préparation des opérateurs économiques vis-à-vis de cette réforme. Alhamdoulilah, la meilleure preuve en est, c'est que même nous avons maintenant un reporting, même dans le cadre de cette réforme, quelles sont les conditions qui sont appliquées à la clientèle et surtout la petite et moyenne clientèle. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu une application de conditions qui sont des conditions, je dirais, exorbitantes. Pas du tout. C'est pratiquement des conditions comparables à celles qui étaient avant qu'on introduise la réforme. ولكن الاتصال مباشر ومستمر مع البنوك وعلى انه لو ريبورتينغ تنشوفوه الا كانت شي حاجه تنعيطوا وعندنا اجتماع شهري مع لو كوميتي دو شونج دي بنك عندنا وزاره الماليه من جهه عندنا لي بنك من جهه اخرى وكثر من هذا الشيء استجبنا لا سي جي ام qui nous a demandé de refaire un travail avec les opérateurs économiques et de faire un retravail d'information, de sensibilisation et d'encadrement, non seulement au niveau de la CGM, mais au niveau régional de la CGM. Pour sensibiliser, pour expliquer le pourquoi des choses, etc. Je peux vous assurer que la mission sera d'ailleurs très simple. Sur le site du Fonds monétaire, là, on lui a donné l'accord de publier le rapport au titre de l'article 4, Athéna Al-Tifaqiyya pour publier le rapport au titre de la LPL. Dans ce domaine-là, et vous pouvez lire, il n'y a aucune pression de la part ni de l'un ni de l'autre pour nous dire là, le timing ou le timing. C'est nous qui fixons notre timing et c'est nous qui apprécions le moment où il faut faire ou ne pas faire. Adao. Donc pour 2018, il n'y a pas d'élargissement de la bande de fluctuation pour le moment. دابا انت شوف انت عملتي لي كيف تنقول لك خلو pour répondre à une question on reprend une autre question دابا قلبها عاود لا قلب الايه هذه. De toutes les façons, chaque trimestre je viendrai vous dire au niveau du conseil, parce que c'est le conseil qui suit avec nous également ces aspects du problème, s'il y a modification, vous le verrez qu'il y aura une modification. Sur les prix des carburants. Alors, sur les prix des carburants, le problème est entre les mains à la fois du gouvernement et du Parlement. Ils ont parlé qu'ils ont mis à contribution, c'est ce que j'ai lu,
Ils ont dit que la commission parlementaire a mis à contribution la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence et l'Office d'échange pour donner les conclusions. Donc la commission a déposé ses conclusions. Bon, c'est pas à moi. Donc ils ont d'abord les chiffres plus actualisés, ils ont le détail plus que moi, ils sont à même de pouvoir dire, il y a le problème de dire, il faut répondre à deux questions. Est-ce qu'on a répercuté? Bien. Est-ce qu'on a tout répercuté? Bien. Et est-ce si on a tout répercuté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente, ou s'il y a entente ou pas d'entente, ou moitié entente? Ça, moi, je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas en mesure de le savoir. J'ose espérer une réponse plus directe de votre part, puisque eux, ils tardent à donner leur conclusion. لا ولكن شوف اعطيني خاطرك الله يطول عمرك وندوي معكم انا بكل امانه كل واحد تعمل شغله انا ما تقحمنيش moi je dis je suis indépendant du politique ما تقحمنيش à répondre à la place du politique ماشي انا اللي نجاوب هذا هو باش تبقى لا سيمتري دي فورم لان الا دخلت فيهم هذه المره يدخلوا فيا هما ذاك المره المره اخرى عاودوا يدخلوا فيا ومنين نقول لهم علاش باش يقولوا دخلتي فينا جا من انا هذا القلع نشطلو راسو انا ما نشطل القلع راس عاد ما يدخل فيا ما ندخل فيه وكان الله غفور رحيم او لا هذا هو oui il y a un qui était le deuxième j'ai pris deux ici je pris deux là et je reviens à droite. Allez. Bonjour, Franck Fagnon de l'Économiste. J'ai deux ou trois questions. La première, c'est sur la présentation. Vous mentionnez que la dépréciation du taux de change devrait s'accentuer cette année. Est-ce qu'il est possible d'avoir les prévisions de la Banque centrale? Et sur la réforme du régime de change, toujours, où en sont les travaux en fait sur le ciblage d'inflation? Pardon, votre première question, ciblage, ça y est, j'ai enregistré. Sur la dépréciation du taux de change, oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir les prévisions de la Banque centrale? Les prévisions de la Banque centrale. On vous a donné... Revenez, vous pouvez revenir? Tu es dedans? Ah ben, vous avez les chiffres en face de vous. Je les ai donnés et je vous ai dit quelle est la dépréciation telle que nous le calculons, nous, au niveau du taux de change effectif nominal. Et on l'a expliqué par surtout le différentiel d'inflation entre nous et les pays concurrents. Maintenant, si vous voulez qu'on vous donne quels sont les pays concurrents qu'on prend en compte, on vous le donnera. Ça, sans problème. Maintenant, sur le ciblage, bien sûr que nous travaillons sur le ciblage et nous avançons bien sur le ciblage, mais le ciblage n'interviendra que lorsqu'on migrera vers le point d'ancrage qui deviendra l'inflation et non plus le taux de change ou le régime de change. Ça se fera quand? Vraisemblablement, nous migrerons quand on passera à la deuxième phase, vers la fin de la deuxième phase du régime de change. Vraisemblablement. De façon à ce que, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a changé? On n'a rien changé. Le point d'ancrage reste toujours le régime de change. Hein? Lorsqu'on migrera vraisemblablement vers la fin de la deuxième phase, bien à ce moment-là, on passera au ciblage d'inflation et qui deviendra le point d'ancrage au niveau de la politique monétaire, deviendra le point d'ancrage. J'ai deux autres questions. Ah, enfin non. Ah, ils vont rouspéter. Franck, yallah. Deux questions, c'est sur l'IFRS 9. Sur quoi est-ce que vous vous êtes accordé avec les banques? Ah ouais, tu lui as pris sa question. Là, tu vois. Non, écoutez, je vais vous dire. Oui. Sur l'IFRS 9, sur quoi est-ce que vous vous êtes accordé avec les banques et quel sera le coût de l'application de la norme pour... Non, écoutez, bien sûr, on est en phase à la date prévue par les régulateurs internationaux sur l'IFRS 9. Bien sûr que nous avons discuté avec les banques. Bien sûr que nous sommes en train de faire les calculs d'impact. Et bien sûr, pourquoi on fait les calculs d'impact? Pour voir, qu'est-ce que ça va coûter comme effort supplémentaire au niveau des fonds propres, au niveau des banques, mais surtout pour essayer de lisser l'effort de façon à ne pas gêner le financement de l'activité économique. Voilà quelle est la philosophie. Mais là, on y est.
Et d'ailleurs, nous leur avons dit que ils sont en train, c'est introduit. Nous sommes en relation, bien sûr, aussi avec les commissaires aux comptes, et l'avis des commissaires aux comptes nous intéressera également, ce qui nous permettra, bien sûr, de faire le lissage nécessaire de manière à ce que l'impact soit la moins lourde possible, supportable par nos banques, de manière, pour nous, à ne pas gêner le financement de l'activité économique du pays. C'est votre question? Yallah. Je reviens vers vous. Toujours moi, si je reste sur le secteur bancaire, donc vous avez répondu sur l'IFRS 9. Vous avez parlé de Fitch tout à l'heure. Fitch vient encore une fois de faire une note récente où on dit encore que les créances sont sous-estimées. Il les estime entre 12 et 14, que ce que vous en dites. Et sur ce volet-là, la circulaire 19G, est-ce que la réforme de cette circulaire est toujours à l'ordre du jour pour 2018? Si oui, est-ce qu'elle se fera juste après IFRS 9 ou c'est pas encore... Bon, pour ta deuxième partie de la question, je passerai à la spécialiste. D'accord, donc ça aussi c'est... sur le timing, etc. Une dernière question, toujours sur la banque. On a vu il y a une amélioration du crédit bancaire depuis 2 ans à peu près, notamment les crédits à l'investissement. Par contre, on voit que les crédits de court terme, débiteurs, sont toujours désespérément très bas. C'est une situation qui fait que beaucoup d'entreprises n'ont plus accès à des lignes de trésorerie, par exemple, auprès des banques. Et pourquoi, à votre avis, ça ne décolle pas? Est-ce que le lien aussi de la non-résolution de la question des délais de paiement n'explique pas aussi cette situation? Pourquoi on n'arrive toujours pas à régler ce problème des délais de paiement, alors qu'il y a eu des lois, il y a eu des mémorandums, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites? Merci. Écoutez. D'abord pour Fitch. Oui, bien sûr, oui. Fitch. Nous allons nous-mêmes saisir de Fitch Rating pour qu'il nous explique de la méthodologie. Oui. C'est la deuxième fois. Non, je crois que c'est la première fois. L'année dernière, en juillet aussi. Donc, on va saisir Fitch. D'abord, la meilleure réponse que j'ai à faire à Fitch, c'est que nous avons été, tout le secteur bancaire marocain a été sous l'évaluation conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale en 2015 avec un rapport qui a été rendu. Sur ce terrain-là, ils n'ont jamais remis en cause ni le calcul que nous faisons des créances en souffrance, ni l'aspect environnement, n'ont pas du tout signalé. Et même, ils ont fait des stress tests avec des spécialistes de la commission de l'homme qui est venue et qui a confirmé que nos banques étaient résilientes sur les stress tests qu'ils ont engagés. Donc, il faut savoir. C'est pour ça qu'on va saisir Fitch, etc. Nous avons fait des comparaisons sur des banques dont je ne nommerai pas. Lorsque nous disons, par exemple, une provision d'une banque, 70, autour de 70, c'est une moyenne. Quand nous prenons certaines banques, elles sont au-delà de 70. 85. Elle a 78, presque 80. 50 et quelques. وبزاف هذا الشيء. Est-ce qu'ils ne tiennent pas compte de collatéral? Tu vois de la méthodologie d'approche. Mais venir dire, écoutez, c'est quand même un peu fort de café. Au contraire, en plus de ça, le FSAP nous dit qu'au niveau du Maroc, nous sommes, je dirais, les talons or par rapport à la région MENA. Ouais, c'est un peu difficile que, d'un côté, ceux qui évaluent et qui sont des organisations internationales indépendantes, dont ils n'ont pas ni à enjoliver, ni au contraire à aggraver la situation, on va leur écrire, on va les saisir, on va voir un petit peu comment ils font leur calcul, et puis, مش نوقفوا على كيف تقولوا نوصلوا الكذاب حتى لباب الدار. هذا هو. الكذاب هذا نوصلوا حتى لباب الدار. Sur la circulaire 19G. Circulaire 19G. Alors sur la circulaire 19G, donc on va faire une mise en œuvre décalée par rapport à IFRS 9. À ta micro.
Là, il y a un micro qui s'écoute, non? Donc, comme vous l'avez souligné, il y a la norme IFRS 9 qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Et donc, c'est je dirais un impact qui va être pris en compte directement cette année. On travaille sur le lissage au plan prudentiel. Donc, sur la circulaire 19, c'est une réforme qui est toujours d'actualité. Mais nous sommes en train, d'une part, d'affiner certains critères de défaut, en particulier tout ce qui concerne les dépassements persistants par rapport aux lignes autorisées. Il faut savoir qu'il faut un délai de mise en œuvre aussi qui soit suffisant pour les banques, sachant que la pratique des dépassements persistants n'est pas nécessairement liée à un défaut d'une entreprise, mais ça peut être tout simplement une pratique qui est en place. Et donc aujourd'hui, nous appelons les banques à mettre en place des plans d'assainissement de ces dépassements et préparer l'entrée en vigueur de la réforme de manière décalée par rapport à IFRS 9. 2019. Donc ce ne sera pas en 2018 D'accord, qu'on mettra en place la réforme. Ça va cette année, bien sûr. La question sur le crédit de trésorerie, et le crédit court terme et le délai de paiement. Je vais vous dire. Bien sûr, on a vu, d'abord, comme vous l'avez bien signalé, que quand même les crédits d'équipement ont été quand même bien servis. Maintenant, là, d'après nos calculs, nous avons été prudents. Quand j'ai dit 4,5, au niveau de l'augmentation des crédits, nous avons été prudents. Les chiffres que nous ont donnés les banques, elles tablent sur 6,6. Et pour 2018, 6,6. Nous avons été prudents. Nous avons dit, nous attendrons d'avoir les chiffres du premier trimestre. Hein. À partir de là, on verra comment les choses vont devoir se comporter. Mais par mesure de prudence, nous avons dit, nous pensons que ça va être autour de 4,5. Maintenant, si le non-agricole s'améliore mieux, je vous ai donné les chiffres, il s'améliore, mais légèrement, mais s'il s'améliore mieux, bien sûr, la demande de crédit va devoir aller plus loin. Ce qui fait que nous suivons de très près. C'est pour cela que j'ai répondu à la première question qui a été posée. C'est là aussi la réunion que nous allons avoir avec CGM et les banques pour voir un petit peu l'analyse de tout. Il y a des fédérations qui sont plus touchées que d'autres, etc. On verra. On verra s'il y a des choses. Maintenant, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est la mise en place de l'observatoire de la petite et moyenne entreprise. Son conseil s'est réuni, ces structures sont mises en place, le choix du dirigeant est mis en place. Donc nous y allons de façon à ce que là aussi c'est un élément qui va devoir nous donner plus d'informations et nous permettre de voir comment soutenir de plus près la PME, parce que nous aurons des éléments d'information beaucoup plus détaillés, beaucoup plus régionalisés, beaucoup plus sectorialisés, et qui nous permettent à ce moment-là de pouvoir agir de manière plus efficiente, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, les crédits de court terme, là, les crédits de court terme, شحال تعملوا أكثر من 70%. ياك là, أنا أعطيتك les chiffres. Non, on peut les reprendre. شو كيفاش؟ يا عندك الحق، سمحوا لي. تعال الله يطول عمرك. يلا سيدي. كنا مراد الزلاجي إذاعة شدا اف ام. عندي جوج أسئلة إذا سمحت معي الوالي. السؤال الأول، طلبتم مؤخرا المؤسسات البنكية باتخاذ إجراءات يعني صارمة للمراقبة حول مخاطر تبييض الأموال. أيه. أود أن أعرف إذا سمحت ما هي الإجراءات اللي طرقتوا لها. السؤال الثاني حول المعطيات المتداولة. هل المؤسسات البنكية الأمريكية طلبت من ناظرتها المغربية بمدها بمعطيات حول الأرصدة المالية للمهاجرين يعني الأمريكيين أو الأمريكيين المقيمين بالمغرب؟ المقيمين. نعم. ماشي مهاجرين. لا، للمقيمين. الأمريكيين المقيمين بالمغرب. شكرا جزيلا. مازال ما هاجروش.
شو سيدي، انا سبقتك قلت لك هنا راه حنا عندنا دابا الان لجنه ديال كافيموان في عندك. لا عندنا اللجنه ديال كافيموان هنا اللي جات بطبيعه الحال لتقييم المنظومه المغربيه ككل، ماشي غير القطاع البنكي، المنظومه ككل فيما يخص هذا الشيء ديال التبييض وديال الاموال وديال هذا الشيء ديال الاعراب، تمويل الاعراب. اليوم كملوا المهمه ديالهم وعطاو اول استنتاجات ديالهم بالنسبه لهذه المهمه هذه. الاحسن منظور عندهم ما عملناش هنا الاشياء جات هكذا، جات معكم مع هذا. احسن اللي عندهم بالنسبه في المنظومه هما البنوك وبنك المغرب. تعاملوا في الاول على انه بالنسبه للنجاعه والتأطير ديال هذا الميدان ديالهم اللي قايم به احسن البنوك والبنك المغربي، لان هما اللي اختاروا شافوا البنوك، شافوا لي بنك اوف شور، شافوا الميكرو كريدي، شافوا البيرو، شافوا اللي بغاو. اذن بطبيعه الحال حنايا كانوا صيفطوا لنا اسئله فيما قبل، في الاسئله والجواب اللي عطيناهم التساؤلات اللي كانت عندهم جعلتنا على انه مؤخرا نضنا باستكمال توضيحات وتكميلات فيما يخص هذا السيركولار ديال الدوريه ديال بنك المغرب، وخرجت ياك في البيو 8 مارس خرجت في البيو. اذن هذا جعلتهم حتى هما بالنسبه لهم فيما يخص هذا التقييم الى اخره. اذن مازال هادو يلا استنتاجات الاوليه ماشي ناخذوا التقرير شنو هو، وبطبيعه الحال لان عندهم الوحده ديال المعلومات الماليه لو تي ار اف هذيك حتى هي عندهم بطبيعه الحال التقييم ديالها على طول، ماشي نشوفوا التقرير شنو هو وماشي يكون شنو هو الموقف ديالنا. بطبيعه الحال هادو من الاشياء اللي غادي نتبعوها عن كتاب، لان بالنسبه اللي يستنتج عليها ايجابيا او سلبيا المغرب لابد نكونوا واقفين وراه باش ماشي نكملوا المنظومه ككل. ياك انا ما جيك السؤال الثاني. السؤال الثاني هو فاتكا، هو قانون فاتكا الامريكي. هذا قانون فاتكا الامريكي بديناه من قديم، وكنا ماشيين في الطريق على انه يكون اتفاقيه ما بين الحكومات الامريكيه والمغربيه. هكا واحد العدد ديال الدول مشاو فيها، ولكن كاينين بعض الدول اللي ما عملوش اتفاقيه ما بين الحكومات. وصلنا لواحد المرحله على انه لي كوريسبوندون ديال البنوك ديالنا بداو تاخذوا بعض المواقف ديال التضييق نظرا لعدم وجود اتفاقيه ما بين المغرب وامريكا، وخداو حتى بحال بدايه لي سانكسيون. اذن حنا انا نرجع للاخ اللي قال لي المخاطر. اجتمعنا في رئاسه الحكومه وزراء والبنك المغرب باش نشوفوا شنو الحل اللي غادي يمكن يكون. وصلنا للحل على انه اللي غادي يمكن يكون بما انه ما كاينش واحد النوع ديال الاتفاق ممكن على القصير المدى ما بين المغرب والولايات المتحده، ماشي نمشيو الان ديكري لوا. ديكري لوا ماشي وافقوا عليه اللجان البرلمانيه لان البرلمان دابا موقف فتره ديال التوقف، ومن بعد نرجعوا للراتيفيكاسيون. الديكري لوا يرجع الراتيفيكاسيون للبرلمان. اش تيقول هاد الديكري لوا؟ تيأذن البنوك المغربيه، ماشي غير البنوك، المؤسسات الماليه او البنكيه او الماليه على انه تسجل باش تعمل مع الطرف الامريكي اللي هو مكلف بهذا القانون، التطبيق ديال هذا القانون فاتكا، ونحدوا شنو هما هذه المؤسسات اللي خصها تسجل، وعلى انه يكون عندها لو دروا دو فيجيلانس، وعلى انه تعمل لي ديكلاراسيون الا كانوا لي ديكلاراسيون افير.
إذا مشينا في هذا الاتجاه. دابا كاين ديك لا لوا قلنا سي دي ديسبوزيسيون ترانزيتوار en attendant de voir est-ce qu'il y a un accord intergouvernemental اللي خاصو يكون بين الحكومه المغربيه وكذا كذا. على كل ريغولاتور غادي يعمل لائحه وغادي ننظروها بالشموليه باش تسجل، وانا داك غادي يقوموا المؤسسات ديالنا اللي غادي تسجلوا باش يقوموا بلو دوفوار دو ديكلاراسيون اوبري دي اوتوريتي امريكان. هذا هو. لا هذه الله يطول عمرك ونعاود نرجع لعندك. Hayat Gherbaoui, Média 24. Moi, j'aimerais juste revenir un peu à la réforme de change et plus spécifiquement par rapport au marché des adjudications de devises. On aimerait bien avoir un peu votre évaluation de comment a évolué le marché interbancaire. On a vu certaines semaines qu'il n'y avait pas que Banque Maghreb n'a pas servi de devise aux banques. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au fur et à mesure, Banque Maghreb limite peut-être ses interventions sur ce marché? En tout cas, une évaluation globale depuis la mise en place de la réforme à aujourd'hui. Très bonne question. Ce n'est pas ce que je vous avais dit la dernière fois en vous disant nous allons introduire la réforme. Je vous ai dit que par rapport au régime précédent, fixe, peu de choses vont changer. C'est-à-dire que Banque Maghreb, au niveau des adjudications, servira les liquidités nécessaires pour le marché. En même temps, nous avons dit que nous resterons accrochés au panier. 60-40 à le panier. La bande, elle a dit tout ça. 0,3 غادي ندوزو ل 2,5 de part et d'autre. Bien. بدينا. Le marché au départ est venu vers nous pour l'achat de devises, mais depuis le 15 janvier jusqu'au 12 février, nous avons servi quoi? Autour de 200 millions, 240 millions de dollars. Le 12 janvier jusqu'à le 15 jusqu'au 12 février. Mais à partir du 12 février, nous n'avons reçu aucun achat des banques. Ça veut dire que le marché interbancaire se suffisait à lui-même. N'avait pas besoin de Banque Maghreb. Et c'est pour cela que les échanges entre les banques se faisaient sur la plateforme Bloomberg entre elles. Et c'est à partir de là qu'on voyait comment ils cotaient. Les banques qui faisaient le marché, comment elles cotaient, à quel niveau elles cotaient. Donc nous, la meilleure preuve on est, aujourd'hui, ils ont repris les achats auprès de Banque Maghreb. Je crois 80 millions de dollars. C'est ça, 80 millions de dollars aujourd'hui. Donc, tant qu'ils se suffisaient, donc ils ont eu besoin de Banque Maghreb, ils sont venus à Banque Maghreb. Qu'est-ce que nous avons dit, nous? Pour nous, le plus essentiel, c'est que maintenant, le marché commence à bien fonctionner. C'est-à-dire, entre les différents opérateurs intervenant sur le marché, ils n'ont pas eu besoin de Banque Maghreb, ils n'ont pas eu besoin de Banque Maghreb. Ce que j'espère, c'est que quand on passera aux phases ultérieures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Banque Maghreb doit se retirer un peu plus et laisser aux banques de plus en plus le soin de s'organiser entre elles et d'organiser le marché d'échange entre elles. Et à ce moment-là, nous jouerons quoi? Nous jouerons le rôle de régulateur, nous aurons le rôle d'appoint, s'il le faut, et nous jouerons bien sûr le rôle de celui qui voit les conditions, notamment appliquées aux opérateurs et surtout aux petits et moyens opérateurs. Du 15 au 12, on a servi 240 millions de dollars. Du 12 jusqu'à aujourd'hui, aucun achat dirham, et aucun achat auprès de Banque Maghreb, et aujourd'hui 80 millions de dollars. On aimerait plus savoir la précision de Banque Maghreb par rapport à une information comme quoi vous avez externalisé en fait la gestion des chèques irréguliers. Est-ce que c'est vrai ou pas Voilà. Et aussi un point peut-être sur les... ماشي les chèques irréguliers, les chèques irréguliers. هكذاك واخا. Oui, bon, alors d'abord pour les chèques irréguliers, bien sûr, les chèques irréguliers, nous avons un petit peu lancé l'appel d'offres nous avons sélectionné, nous sommes en train de finaliser, et là,
c'est une centrale qui va être externalisée sous le regard, bien sûr, de Banque Maghreb, mais elle est destinée aux entreprises. Autant la centrale des incidents de chèques, de paiement sur les chèques, est destinée aux banques, autant celle-là est destinée aux entreprises. Pourquoi? Parce qu'avant de recevoir, elle peut se renseigner et voir est-ce que le chèque du chèque auprès des opérateurs économiques. Là, la centrale de l'échec irrégulier. Les ventes pyramidales. Non, c'est pas parce que nous avons attiré l'attention des uns et des autres au niveau des banques d'être plus vigilantes. Et donc, je pense que si nous n'avons pas eu d'écho, c'est que les banques ont été plus vigilantes. On nous en a voulu, nous, d'être en justice et de poursuivre ceux qu'il fallait poursuivre. Heureusement que nous avons fait ça, parce que ça a dû dissuader un tas de gens de pouvoir s'introduire dans ce cadre-là et donc de gruger un petit peu les commerçants ou les acheteurs ou ceux qui veulent intervenir dans ces ventes pyramidales. On a attiré l'attention. Maintenant, les choses ont l'air de se calmer. J'espère qu'elles continueront de se calmer au niveau de ces ventes pyramidales. Oui. Bargout Sara, économie entreprise. Oui. Si vous permettez, moi j'ai 3 petites questions. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je vous vois maintenant. Vous êtes grande d'ailleurs. Alors, ma première question, c'est par rapport au fait que l'adoption des IFRS 9, est-ce qu'elle va induire un impact, plutôt va accentuer les pressions et la liquidité? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'impact sur le résultat net d'une manière générale, du moment que les provisionnements vont augmenter, et le niveau plutôt des locaux du risque. Et la dernière question va dans le même sens, vu qu'aujourd'hui le fisc est toujours en discorde par rapport à la question de provisionnement. Le fisc est la DGI, la Direction Générale des Impôts, est toujours en discorde avec les banques et les assureurs sur les normes de provisionnement et les oblige souvent à réaliser suite à des contrôles et les sanctionne par le réajustement de ces provisionnements. Je sais que vous êtes en négociation justement avec la DGI pour régler cette question-là. Est-ce que les IFRS 9 font partie de ces négociations et dans quelle mesure ça risquerait d'impacter davantage les corrections de la DGI de manière générale? Là, on peut serrer les deux questions. L'IFRS, comme on vous a dit, c'est de nouvelles règles introduites au niveau de Bâle, du comité de Bâle, et qui a changé le fusil d'épaule en engageant un petit peu les risques à venir et même sur les risques à la fois des créances saines et sensibles. Évidemment, d'abord, ça va impacter même le plan comptable. Donc nous avons dû nous-mêmes introduire les réformes à introduire au niveau du plan comptable marocain. Et nous avons fait pratiquement, je pense que maintenant tous les membres ont signé, ou presque, du comité des établissements. Donc nous avons fait un comité des établissements de crédit tournant et pour lequel on va introduire tout de suite auprès du Conseil supérieur de la comptabilité les réformes comptables à apporter au niveau de cette réforme IFRS. Donc là, c'est déjà un point d'acquis. Le deuxième point d'acquis, c'est comme ce que nous vous avons dit tout à l'heure, nous allons examiner avec les banques, nous avons commencé et nous allons continuer à voir l'impact. Et cet impact va jouer effectivement au niveau, bien sûr, des fonds prudentiels, notamment à la fois des fonds propres et des conditions de solvabilité. Ça va demander, si on devait les appliquer tout de suite, ça va être insupportable. Donc c'est pour cela que les niveaux d'impact vont nous permettre précisément de faire l'étalement et de faire changer aux banques des habitudes qui les impactent au niveau du FRS 9, parce que les dépassements faisaient partie, je dirais, de la tradition, etc. Mais là, ils ne soient pas permanents ni persistants, et donc par conséquent, là aussi, c'est des habitudes à faire changer.
Maintenant, sur le plan de la liquidité, la liquidité, que ce soit le ratio de liquidité est à part, rien qu'à... non, pas de rapport. Donc, de l'autre côté, leur liquidité, s'ils en ont besoin, c'est nous aussi. Hein. Donc, par conséquent, là aussi, c'est vers nous qu'ils... Vous avez soulevé toujours le même problème qui existe, d'ailleurs, pour lequel nous continuons, nous, de militer, de faire converger les règles prudentielles avec les règles fiscales, ça, mais les règles fiscales au niveau de ce qui intéresse l'activité bancaire. Parce que le contrôle fiscal parce que la banque est aussi une entreprise. C'est-à-dire que le côté entreprise, ça, binatum. Si elle vérifie sur le plan déclaration, rémunération, avantage en nature, des choses comme ça ne nous regarde pas. Par contre, sur ce qui est règles de provisionnement et règles prudentielles, nous continuons à travailler au corps, la DGI, pour faire converger les règles. Le problème, je vais vous dire, le problème du fisc est toujours le problème, qu'est-ce qu'il va perdre au niveau recette. Voilà un petit peu le raisonnement. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va prendre au niveau recette? Nous lui expliquons que les banques ont un régulateur, ils suivent les règles du régulateur. Ces règles du régulateur sont des règles qui sont reconnues au plan international. Ce ne pas des règles propres à nous, c'est des règles reconnues sur le plan international. Et de toutes les façons, en fin de parcours, si le risque se concrétise, ben, la provision est là. S'il ne se concrétise pas, ben, il réintègre, il paie là-dessus et puis le tour est joué. Donc c'est un peu ça ce que nous essayons de faire. Et puis nous avons même donné toute une liste de benchmarks où il y a une convergence entre les règles prudentielles et les règles fiscales, où on fait primer les règles prudentielles. Hein, les règles prudentielles. Oui, puis on repasse de ce côté-ci, oui. Sam Karmouni, économie d'entreprise. J'aurais deux questions, si je vois. La première elle concerne toujours le niveau de liquidité, mais en relation cette fois avec... vous avez dit déjà que vous aviez une politique accommodante. Oui. Mais on remarque quand même qu'il y a une augmentation des taux, surtout sur les taux aux entreprises, et une augmentation de la pression sur la liquidité. Est-ce que le moment n'est pas venu pour baisser encore une fois le taux directeur ? Ou bien resserrer les... Est-ce que la lettre que vous avez envoyée en janvier dernier n'avait Ça n'a pas débloquer la réserve obligatoire, mais c'est le taux directeur. Il y a quand la liquidité est réserve obligatoire. Ça n'a rien à voir avec le taux directeur. La réserve obligatoire. وما كاين باس يلا نكملوا انا ماشي نجاوبك. Non, mais par rapport à ça, la lettre de janvier 2017 a contribué à faire remonter les taux aux entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas une autre lettre de mars 2018 pour les inciter à les baisser cette fois, puisqu'il n'y a pas eu de changement significatif dans les conditions macroéconomiques, mais malgré tout, on voit une augmentation des taux, alors qu'il n'y a pas une très très forte demande sur le crédit. Oui. La deuxième question elle concerne l'endettement des établissements publics en relation avec, encore une fois, avec la liquidité et avec le niveau de réserve de change. Quand on voit que, par exemple, l'OCP a des tombées cette année de 4 milliards, elle va avoir une vingtaine de milliards sur les 4 prochaines années. Autoroute du Maroc, l'ONCF n'en parlons pas, etc. Est-ce que ça c'est pas un facteur de risque pour ces entreprises-là déjà et pour la stabilité macrosystémique? Oui, de plusieurs... Bon, je vais vous dire. L'évaluation de dire j'augmente le taux directeur ou je baisse le taux directeur n'est pas liée à un seul élément qui détermine qu'on prend une décision d'augmenter le taux ou de baisser le taux. Et surtout d'augmenter le taux. Hein. Vous me dites, dès que vous augmentez le taux, forcément,
les taux débiteurs, les banques vont répercuter, et donc ça rend encore les conditions de marché plus onéreuses. Et donc pour l'activité économique, pour les investissements, ça devient plus cher. Donc ce n'est pas un seul élément qui rentre en ligne de compte. Vous savez que nous avons maintenant, au niveau de cette banque centrale, et d'ailleurs avec l'appui du Fonds monétaire international, nous avons des modèles d'équilibre général, aussi bien de court terme que de moyen terme, et qui intègre l'ensemble des données que vous avez, y compris, par exemple, lorsque nous avons migré vers le régime de change flexible. Et ces modèles vous disent, est-ce que votre trajectoire de directeur intérieur est logique avec les données projetées, parce que vous projetez sur 2 ans, ou elle n'est pas en conformité ou logique avec ces projections. On a ce premier élément, à travers des modèles. Il y a des modèles, il y a 10 modèles satellites, vous introduisez toutes les données, il y a des données à moyen terme, toutes les données. Et malgré ça, quand on se présente devant le Conseil, on dit quel est l'avis d'expert. Oublions ce qu'a donné le modèle. Avis d'expert. Est-ce que, en analysant tous les éléments, la croissance, en analysant le compte courant, la réserve de change, finances publiques, évolution du crédit, les projections que vous faites, l'environnement international, quand vous stressez, c'est au vu de l'expert qu'on prend la décision. On a un élément qui nous donne les indications au niveau des modèles, mais la décision finale revient à une discussion qu'on appelle bien à l'analyse de l'expert. C'est comme ça qu'on décide d'y aller, de ne pas y aller, etc. C'est pour ça que ce n'est pas la liquidité. Maintenant, la liquidité, bien sûr qu'elle a augmenté, c'est vrai qu'elle a augmenté. Elle a augmenté, on est passé à 50 milliards, puis elle est revenue à 40 milliards. On a fourni les liquidités aux banques. Et après, nous avons toujours dit ici que Banque al-Maghreb fournira les liquidités nécessaires au secteur bancaire quand il s'agira du financement sain de l'économie nationale. Donc, le problème est là. Rappelez-vous, dans les périodes que vous étiez ici autour de la table, où on était en sous-liquidité, on est arrivé à un moment donné 80, 70, 80 milliards. 80 milliards qu'on avait fournis au niveau des liquidités. Donc, mais l'amélioration que nous apportons, c'est une amélioration qui est une amélioration à la fois de prendre en considération quelles sont les banques qui transmettent le mieux la politique monétaire, quelles sont les banques qui font le plus d'efforts pour la PME, et c'est ça ce qui nous amène à faire introduire des éléments correctifs ou d'affinité dans le volume des liquidités que nous donnons aux établissements bancaires. Bien. C'est la première question. La deuxième, ma lettre de janvier 2017, est-ce qu'elle a fait remonter les taux? Je vous dirais, possible. Nous, ce que nous veillons, et je l'ai dit au niveau du secteur bancaire et avec les présidents, nous ne tolérerons aucune entente entre les banques. La Banque centrale n'admettra aucune entente entre les banques. Nous leur avons dit que nous avons eu des échos qui sont venus vers nous en nous disant que certaines banques disent c'est un minimum imposé par la Banque centrale. On leur a dit, écoutez, il y a des points de presse, nous disons que nous n'avons jamais fixé un minimum de taux aux banques à partir duquel elles doivent intervenir. Par contre, nous avons attiré l'attention des banques quand il y a un risque de taux. D'abord, la banque qui prête à taux fixe sur 20 ans au niveau du secteur immobilier ou les 25 ans à taux fixe, et que sur le plan des ressources, il y a là un risque de taux invraisemblable. Ça oui, nous attirons l'attention parce que c'est un risque qui peut porter
préjudice à la substance de la banque, à l'équilibre de la banque, et donc par conséquent, qui peut avoir des conséquences autrement plus lourdes. Oui, ça nous le faisons. Maintenant, je vous prie de croire aussi que nous sommes en train de mettre à l'étude également les éléments d'information que nous transmettent les banques au niveau des taux débiteurs. Nous voulons, là aussi, ça fait longtemps qu'on a mis en place ces éléments-là, mais nous allons regarder de plus près le contenu et le reporting que nous font les banques pour nous assurer que ça reflète de mieux en mieux la réalité des conditions appliquées par les banques. En termes de transmission de politique monétaire, ça a été inverse qui a été créé. هذه la conclusion de l'article اللي بغيتي تكتب وقلتيها لي هذا ما كان لا ابدا et ça je peux vous le démontrer. Il a عندك شي وقيته نجلس sur الارض, je peux vous démontrer qu'au contraire qu'elles ont baissé le taux depuis 2012. On a fait la première baisse du taux directeur de la Banque centrale. Elles ont été au-delà des baisses que nous avons enregistrées au titre de la banque, du taux directeur de la Banque centrale. Maintenant, si on est honnête, quand vous voyez, je vous ai dit, c'est le crédit de trésorerie aux entreprises qui a le plus augmenté et qui a déterminé l'augmentation. Si on veut être objectif. Maintenant, je vous parle, nous aussi, nous suivons de près tout ça. Nous suivons à la fois que l'information soit la plus fiable possible, 2, nous suivons aussi la concurrence qui doit jouer au niveau du secteur bancaire, qu'elle joue valablement, c'est le plus essentiel, et qu'à ce titre, il n'y a pas d'entente qui fait que... Pourquoi ? Parce que nous avons la responsabilité de la protection du consommateur. Nous avons cette responsabilité. Et donc, nous devons y veiller. On ne peut pas accepter. Et si jamais il y a entente, vous m'entendrez parler non seulement en parole, mais également en sanction. Bien, maintenant vous m'avez parlé de l'endettement des établissements publics, etc. Ça, évidemment, les établissements publics sont suivis par la tutelle, par leur tutelle, et surtout par la tutelle financière, parce que vous avez cité les plus importants. Et d'ailleurs, c'est ceux-là, d'ailleurs, que nous avons rencontrés lorsque nous avons voulu migrer vers le régime de change flexible. C'est qu'on a rencontré l'OCP, on a rencontré l'ADM, on a rencontré l'ONE, on a rencontré Mazen, on a rencontré encore il y a quelqu'un qui est l'ARAM. Donc on a rencontré l'ARAM. Donc tout ça, c'est parce qu'ils avaient des expositions extérieures pour bien montrer un petit peu ce que va apporter le régime, les couvertures, les outils de couverture, etc. etc. Maintenant, l'un qui était dans une situation, c'est l'ONE. L'ONE a passé une convention avec l'État, où il y a un effort tripartite. Un effort qui est fait par l'État, un effort qui est fait par l'entreprise, et un effort qui est fait par le consommateur. C'est comme ça. Donc, là aussi, nous suivons de près. Et quand nous voyons que l'accord n'est pas... Nous attirons l'attention. On dit attention, vous allez rebeloter. Et donc, il faut être prudent. Maintenant, l'OCP a effectivement un programme très ambitieux. Nous suivons, nous avons une analyse de la situation. Et d'ailleurs, je dois voir, avant la fin de la semaine, le patron de l'OCP pour que nous discutions un petit peu de tout ça. Vous avez dit que le prix de phosphate allait continuer à baisser. Là, c'est-à-dire, là, le prix de phosphate a baissé, mais va se maintenir en 2018-2019 au niveau où il est, c'est-à-dire autour de 90-92. Par contre, les autres éléments fluctuent. Il y a des choses qui augmentent, des choses qui diminuent. Bon, dans ce cadre-là, c'est pour cela que nous allons tenir cette réunion, c'est pour avoir plus d'informations, voir comment il entend, lui, financer un petit peu son programme, voir qu'est-ce qu'il destine à la demande bancaire, qu'est-ce qu'il destine à la demande extérieure, qu'est-ce qu'il destine au renforcement de ses fonds propres. Tout ça est à mettre en place pour regarder de plus près cet endettement. Bien. Monsieur Joël, s'il vous plaît, peut-être une dernière question, s'il vous plaît. Ouais, LPL.
Oui. Vous en avez parlé. Bon, LPL, oui. Donc la LPL, vous en avez parlé tout à l'heure. La dernière fois, vous avez évoqué la ligne de crédit modulable et vous avez dit comme quoi les négociations sont ouvertes avec le FMI, chose qui a été démentie quelque part par le ministre des Finances. Est-ce que la LCL, la ligne de crédit modulable, est toujours à l'ordre du jour? Deuxième question, il y a deux faits chiffrés et qui, à mon avis, doivent avoir un impact sur les prévisions de la Banque centrale et dont je ne vois pas de traces dans la présentation que vous venez de faire. Le premier fait, c'est le produit de cession de Saham Assurance, Saham Finance, c'est 1 milliard de dollars. Et 1 milliard de dollars, c'est un montant qui pèse normalement au niveau des réserves de change, sachant qu'il y a quelques mois, il y avait l'achat. Il y avait Tijari avec un montant. Voilà. Ça fait. Deuxième question, c'est les 146 milliards de dirhams. C'est le coût du mondial de 2026. Est-ce que vous avez simulé l'impact de cette dépense budgétaire sur le déficit budgétaire pour les années à venir? Est-ce que vous avez tenu compte de cette dépense dans vos simulations? À la question, tu n'es pas sportif. Yeah. Pas sportif avec cette question. Bon, je répondrai. Pour Saham, si nous avons tenu compte, bien sûr, quand nous avons dit les IDE en 2018 passent à 4,4%, c'est que nous avons inclus Saham. Bien sûr qu'on a inclus Saham. C'est un investissement direct extérieur. Quand vous passez aux investissements directs extérieurs en 2019, nous baissons à 3,5. Nous ne sommes plus à 4,4. 3,5. عندك هذا الشيء راه عندكم في الرابور de politique monétaire تعطيوه لاخوانا à la présentation, mais en plus. D'accord. Donc, on vous donnera la présentation. Bien sûr, on a tenu compte. On a tenu compte du 7 milliards reliquats CCG, les pays du Golfe, 2018. C'est le reliquat des 5 milliards. Mais on n'en a pas tenu compte en 2019. Donc ça a été pris en compte. Ça, vous pouvez être sûr. La meilleure preuve, c'est que le 4,4 différencie par rapport au 3,5 que vous avez et à la tendance normale des taux les investissements directs extérieurs par rapport au PIB. Donc ça a été pris en compte. Bien. Le deuxième, quand il est le football. وقال له أول ويخلق ويتسمى عبد الرزاق. 2026, je ne sais pas, nous sommes en 2018. Ce qui peut projeter dans 2026 ce que peuvent être les équilibres? Personne, très honnêtement. On ne s'amuse pas à faire des choses. Nos modèles, et même sur la politique moyen terme, d'ailleurs, vous voyez la BCE c'est 2 ans. La Fed, c'est 2 ans. Quand vous voyez les communiqués des banques centrales, ça ne dépasse pas les 2 ans, les 8 trimestres. Quand vous me demandez sur 6 ans, un point d'interrogation énorme. Que va faire le dollar? Que va faire l'économie marocaine? Que vont faire les finances publiques marocaines? Où est-ce que nous en serons? Etc. Inch'Allah, là aussi, si notre problème des provinces du Sud est réglé, le développement d'ici 2006 sera un développement autre que celui que nous sommes en train de voir, etc. C'est très difficile. Donc, venir me dire, c'est normal, ils doivent présenter un budget. Même au niveau de la FIFA, je crois qu'ils doivent présenter le budget de ce qu'ils font et l'évaluation, etc. Bon, mais c'est bien, ça c'est le dossier. Mais voir l'économique, etc., ça me paraît à la fois hasardeux et dangereux. Hasardeux, on n'a pas les moyens de le faire, on ne peut pas savoir ce que va faire tous les éléments que je décris au plan interne et externe, et dangereux, là, on peut aboutir peut-être à des conclusions qui sont de fausses conclusions. On va quoi? On va dire... non, le Maroc a fait le choix de présenter sa candidature. Très bien, il présentera sa candidature. On verra s'il est choisi. Le Maroc doit remplir ses engagements. C'est normal. Le Maroc doit remplir ses engagements, plein et entier. Plein et entier. C'est normal. Et d'ailleurs,
chaque fois que le Maroc a présenté, il a tenu. Regardez, la COP 22 a été prise en compte, la COP 22 a été prise en compte. 2021. 2021. Nous avons présenté, le ministre est allé à Washington, il a présenté le dossier, on attend un petit peu les résultats de ce qui... Nous sommes 2 maintenant retenus. 2, oui. Il y a l'Azerbaïdjan et le Maroc. Il n'y a que 2 dossiers. Donc, d'après ce que m'a dit Mohamed, les contacts étaient positifs, les réactions étaient positives. Mais vous savez, de la FIFA. Non, mais elle a dit une chose très très importante. Marrakech, quand elle était à Marrakech. Vous étiez au Marrakech. Surtout, les choses se travaillent au niveau d'un comité technique qui fait un rapport, lequel rapport est soumis au conseil du fonds, et c'est le conseil du fonds qui décide. C'est même pas le management. Elle n'a aucune intervention là-dedans. Aucune. Madame Lagarde n'a aucune intervention là-dedans. C'est un comité technique qui examine, qui apprécie, qui fait un rapport sur tous les éléments. Et dans ces éléments-là, il y a tout. Il y a bien sûr les lieux, les logements, les disponibilités, la sécurité, tout. Les problèmes de santé, les problèmes de transport, tous les problèmes. Bon, le rapport est fait, il est transmis au conseil d'administration et le conseil d'administration décide à qui il le donne. Les Nadaba 2018, ça va être en Indonésie, à Bali. À Bali. Et les 2 années, c'est à Washington. Ou Allah 2021. La pauvre Afrique, une seule fois toute sa vie. C'était au Kenya en 73. Au Kenya. Voilà. C'était au Kenya. Oui. Ça aussi, c'est un élément que le Maroc fait valoir. C'est un élément que le Maroc fait valoir. Inch'Allah. Mais ça a fait. Bonjour à tous. Mohamed Talb Bayan. L'article, le rapport dans le cadre de l'article 4 parle noir sur blanc d'une prochaine étape, de passer à la prochaine étape. Ce qui sous-entend que vous avez convenu avec la mission sur la portée de cette étape. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce propos? Sinon... le rapport même Et là, je ne vois pas dans le rapport que le rapport parle d'une deuxième étape. Non, Bien sûr que je n'ai pas le rapport sur moi. Mais dans ce cas, vous aurez eu à envoyer une mise au point au confrère Média 24 qui a écrit ça, qui a rapporté l'information. Sinon, est-ce que sommes-nous devant une information stratégique ou bien est-ce que vous essayez d'éviter un effet d'annonce comme ça a été le cas la première fois? Non, j'ai répondu à vos collègues, mais je vais vous répondre de nouveau. Chauffe. Yallah, qu'on a bismillah. Ça fait 2 mois que la réforme est présentée. Elle a eu des échos très favorables du côté à la fois organisation internationale et des organisations nationales. Bien sûr, il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui sont contre, qui vous disent l'argumentaire اللي بغيتي ما غادي يبدلش النظريه ديالو لان نظريه سلبيه بصفه عامه فهمتي le fond vous impose nous sommes des suppôts le Fonds monétaire international, ça ne va rien apporter au Maroc, etc. Mais ça, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est une réforme qui a été étudiée depuis longtemps. C'est une réforme que nous avons faite ici. Que même si le fonds, comme le fonds nous avait dit, vous êtes prêts à partir du 1er janvier 2017. On s'est refusé. Non, il n'a rien à nous imposer. Et ce que je dis, le fonds, vous savez quand est-ce que le fonds a un pouvoir d'imposition?
Le fonds vous impose ce qu'on appelle la conditionnalité quand il vous prête. Un accord de prêt, là, il y a la conditionnalité. غادي تعمل كذا غادي تعمل كذا غادي تعمل كذا تعمل كذا انا غادي نسلفك شنو انا لي كونديسيون حنا ما عندنا بري مع لو فون مونيتير دابا الناس وكا كانت تخمم شويش كانت تخمم شويش ودي سيدي انا ما عندي بري انا مع لو فون il m'impose rien du tout je n'ai même la LPL sur laquelle nous nous sommes engagés on a pris l'engagement de ne pas tirer sur la LPL donc le problème de ce côté-là est réglé. Maintenant, les échéances, donc moi-même, gouverneur, devant vous, je ne suis pas à même maintenant de vous dire, ben, on passera dans 1 an, on passera dans 6 mois. Alors, je ne vais pas être crédible, alors. Je ne vais pas être crédible. Nous évoluerons, mais c'est des... Je contrôle comme quand on a fait le benchmark, on a vu des pays passer de la première phase à la 3e phase, le maximum était 15 ans. Quand il y a 10 ans, quand il y a 9 ans, quand il y a 7 ans. Le benchmark. Bien sûr, chaque pays a sa spécificité. Chaque pays a ses chiffres, a ses équilibres. C'est pour cela que je vous dis, je suis pas en mesure. Mais c'est pas parce que je cache quelque chose de stratégique. Allons. Et puis, dans notre domaine, vous n'allez pas à la vitesse de la Porsche. Le 12 janvier, 3 mois après, vous passez à des vitesses très vite quand vous êtes dans une crise de change. Quand vous n'avez plus de devises, à ce moment-là, oui, vous faites le saut dans l'infini. Ça, c'est le flottement. Oui. Quand vous n'avez pas de devise, quand vous êtes en crise de devise, vous allez sur le flottement. C'est pas la flexibilité. C'est ce que j'ai essayé de dire. C'est la même chose. D'abord, on a un exemple sur le plan de la terminologie qui est utilisée. Crypto-monnaie. C'est pas de la monnaie. Et maintenant, on voit au niveau du Fonds monétaire international utiliser une terminologie qui est valable. On parle des crypto-avoirs, des crypto-actifs. Oui, ça peut être un actif, ça peut être un avoir, mais ce n'est pas une monnaie. C'est pour cela que les mots ont leur sens, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai répondu. Il est nécessaire que nos équilibres se maintiennent pour nous permettre de faire les passages de manière graduelle, de manière ordonnée, sans subir ni pression, ni aller commander des crédits et obtenir des... Voilà ce qu'il faut. Le premier gouverneur dans cette maison, c'est Mohamed Zghari. Et pour vous donner la formule d'Anna, qu'est-ce qu'il dit et qui revient un petit peu aux conclusions sur lesquelles on va aboutir. Je venais d'être, moi-même, d'être ici dans cette maison. Et la première négociation que j'ai vue, je l'ai vue en 1964 ici avec le Fonds monétaire international. Daksaat, le Maroc était en difficulté. Et il y avait Daksaat les conditionnalités. Pré-conditionnalité. Réserve obligatoire, 100%, ما تعرفش شنو إلى آخره. حالك ساعات جون ماجين من لافاك ما تعرفش شنو هو تاع البون بحال دخلنا عنده عاد قال لي ولدي جلس ولدي باش نقول لك واحد الكلمه الله يرضي عليك قال لي اللي ما عنده سيدو مول الفلوس سيدو هادو هما مالين الفلوس. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il t'impose sa conditionnalité. Alors faisons en sorte qu'on n'ait jamais à subir cette conditionnalité. Monsieur Louali, j'ai dit voilà convenu. Ce qu'il faut espérer. Hein? J'ai dit convenu. J'ai employé le verbe convenir. Je n'ai pas dit dicter, ni prescrire, ni rien du tout. Chouf, ce n'est ni... Le problème, on peut, à la limite, je peux dire convenu. Le problème, c'est que, quand vous dites convenu, c'est que nous avons fait des analyses qui convergent. Oui, ouais, on peut dire nous avons fait des analyses qui convergent. Maintenant, mais
Jamais nous n'avons, عندي دابا أنا شي crédit, عندي شي conditionnalité. Non. Regardez d'abord, mais or, regardez maintenant la Tunisie. Ah, mais ils ne débloquent pas la deuxième tranche. Ils leur ont dit, parce que le déficit, on s'est mis d'accord à ce que le déficit, à ce que la dette publique, je ne débloque pas. C'est ça le problème. Voilà, je vous remercie. Vous avez été très gentil.